présentation s'intitule Pourquoi personne n'aime relire ta pull request. Il y a des petits bémols avant de commencer cette présentation. Euh, de base, le but, c'est pas de faire en sorte que vous écrivez des meilleurs pull requests. Un petit peu, mais le but, c'est plutôt de comprendre chez le relecteur ce qui se passe et pourquoi il n'a pas envie de relire votre pull request. Sachant cela, vous écrirez peut-être des meilleurs pull requests. Mais le but, c'est plutôt de comprendre ce qui se passe dans la tête du relecteur et pourquoi des fois il a plus de mal à relire une pull request qu'une autre. Et effectivement, en ayant ça, peut-être que ça vous donnera des clés. Mais le point d'entrée, c'est plutôt celui-là. Deuxièmement, je suis plutôt GitHubiste. Si vous êtes GitLabiste, c'est exactement pareil. Vous remplacez dans votre tête pull request par merge request. Vous verrez, tout se passera bien. Il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir commencer en parlant du coup de pull requests qui sont plus durs à relire que d'autres. On va tout de suite commencer par un exemple qui est qu'est-ce que la mauvaise pull request, à mon sens. Cette pull request, par exemple, lundi matin, vous arrivez, hop, vous voyez cette pull request. Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà le titre. Le titre, c'est une explication technique de ce qu'elle fait, pas ce qu'elle règle. Déjà quelque chose, moi, qui ne me plaît pas trop. Je vois en plus qu'il n'y a qu'un seul commit, je commence à trembler un petit peu. Et je vois 42 fichiers changés, 500 lignes, en un seul commit. Donc, comment on gère ce genre de pull request, surtout le lundi matin? Il y a deux solutions. Ceux qui vont dire qu'il y a une troisième, je ne suis pas d'accord. Il n'y a que deux solutions à mon sens. La première, c'est vous faites un looks good to me pour débloquer la personne, mais vous n'avez rien lu du tout, en fait. Concrètement, il ne faut pas se mentir. La deuxième solution, c'est vous refermez l'onglet très vite, en espérant que quelqu'un d'autre fasse un look good to me avant vous, globalement. C'est un peu le pot pourri que personne ne veut relire. Alors pour la blague, j'ai trouvé ça avant, parce qu'en venant au JTJug, j'ai regardé un peu. Quand je faisais du Java, on utilisait Gradle. Et ça, c'est sur le repo Gradle que j'ai trouvé ça. Ça date d'il y a quelques mois. Et pour la blague, ça s'est fini comment? En fait, l'auteur avait les droits en écriture, donc il l'a mergé lui-même. C'est pour ça qu'il a fait ça, en fait. On voit qu'il a demandé la review à quelqu'un, qu'il ne l'a pas eu et il a mergé lui-même. Donc voilà, c'est comme ça qu'on merge ce genre de pull request. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions, en fait. Donc, ok, exemple bateau pour rigoler de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en gros. Mais on a des problèmes avec les pull requests. On sait tous que des fois, les relire, c'est plus compliqué. Il y en a, on ne sait pas pourquoi, ça va très bien. Il y en a, c'est beaucoup plus compliqué. La vraie question qui se pose déjà, c'est est-ce qu'on a besoin des pull requests? Parce que si on n'a pas besoin des pull requests, on n'a plus de problème, en fait, concrètement. Donc pourquoi on fait des pull requests et est-ce que ça a du sens d'en faire? Évidemment, oui, c'est pour ça qu'on fait cette présentation, mais là, ces slides-là, c'est vraiment mon point de vue. Je pense que c'est très contestable. Il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord avec certains aspects, mais c'est pas grave, ça nous fera des questions après. L'aspect principal pour moi des pull requests, c'est le partage de connaissances. On aimerait vous faire croire, vos entreprises, vos managers, que vous êtes des équipes pluridisciplinaires. En vrai, c'est pas vrai. Tout le monde a des affinités. Dans une équipe, c'est toujours la même personne qui va prendre les tickets de CI et c'est toujours la même personne qui va prendre les tickets liés à un domaine. C'est comme ça que ça se passe en pratique. C'est pas un mal. L'avantage des pull requests, c'est que même si vous touchez jamais au ticket de CI, c'est fort probable que vous ayez une bonne idée de comment ça se passe quand même si c'est pas vous qui gérez cette partie implicitement. Ça vous permet vraiment de faire partager la connaissance dans l'équipe. Moi, chez Docker, il y a plein de parties que j'ai jamais touchées. Par contre, je pourrais vous expliquer vraiment comment ça marche parce que ça fait 2 ans que je me paluche des pull requests sur quelque chose et je sais très bien en fait comment ça marche. J'ai même eu un impact indirect sur cette partie de par mon expérience alors que j'ai jamais écrit une ligne de code là-dedans en fait factuellement. Ça pour moi c'est vraiment la raison principale de pourquoi on fait des pull requests. C'est vraiment le partage de connaissances. La deuxième, c'est à mon avis la take la plus contestable, c'est que j'ose à croire que plus on met de cerveau derrière le même bout de code, plus on améliore ce bout de code. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Après, ça part du principe, évidemment, que c'est pas gratuit. Ça prend du temps de mettre des gens derrière le même bout de code pour l'améliorer. Et ça part du principe que vous êtes dans un environnement sain, avec des collègues qui sont bien d'esprit. Qu'il n'y a pas un mégalo dans votre équipe qui veut toujours avoir raison et qui ne veut pas accepter la critique du junior, par exemple. Voilà. Dans un environnement sain, je pense que les pull requests augmentent la qualité sur le long terme d'un code. Troisième take, pour moi, les pull requests, c'est de la documentation qui est bien souvent bien mieux que les commentaires à l'intérieur du code. Le nombre de fois où je fais un git blame, pas pour blâmer la personne, mais pour comprendre les discussions qu'il y a eu quand on a voulu introduire cette chose ou refactorer de cette manière, ça permet vraiment, à mon avis, de... Comment expliquer ça? C'est un référentiel, c'est l'histoire de votre code. Il est beaucoup plus sur Git et dans les pull requests qu'à l'intérieur du code même. L'intérieur du code même, c'est du code qui représente l'état d'aujourd'hui. Vous n'avez pas l'historique. Au mieux, parce qu'au pire, il est outdated le comment en fait. Il est plus bon et c'est un commentaire qui a oublié d'être mis à jour il y a 3 mois quand on a changé le code.
Donc pour moi, la vraie source de vérité de la documentation, c'est les pull requests, les commits, tout ça. Donc on a vu ce qu'il fallait pas faire. On a vu pourquoi il fallait garder les pull requests, en tout cas à mon sens. Maintenant, on va essayer plutôt de dire qu'est-ce que c'est une pull request, au sens conceptuel du terme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer en se disant qu'est-ce qu'une pull request? Autre que c'est une demande de pull. Parce que ça, sinon c'est un peu facile. Non. Bon, une pull request, en fait, c'est une transition dans une machine à état. C'est tout bête, hein. Votre code aujourd'hui, il est dans l'état A. Et la pull request, c'est pour la passer dans l'état B. C'est juste ça. Votre code, en fait, c'est une énorme machine à état. Et à chaque pull request, vous modifiez le code et vous le faites passer d'un état à un autre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on vous demande de relire une pull request, de reviewer une pull request? On vous demande de valider cette transition-là dans une machine à état. Est-ce que ça a du sens de faire passer mon code de tel état à tel état? Il y a un état initial. Hop, je le fais passer dans un autre état. Est-ce que ça, c'est une bonne transition? C'est ça qu'on vous demande implicitement quand on vous demande de relire une pull request. Et ça, quand on prend un peu de recul et qu'on le voit sous cet angle, de valider purement et simplement un changement d'état, on est hyper habitué à le faire. Et même si vous n'êtes pas dans l'IT, même ceux qui ne sont pas dans l'IT le font très souvent. Typiquement, si je veux relire un livre, si on me demande une critique sur un livre, en fait, on passe de l'état initial, qui est le premier chapitre, la première page, les personnages, dans quel état ça commence, à l'état final, après avoir suivi toute une histoire dans un certain ordre, des rebondissements, machin. Mais en fait, une critique d'un livre, ça va être la validation du passage entre l'état initial et l'état final. C'est exactement la même chose, en fait. C'est vraiment ça qu'on fait. C'est une transition pareille. Un film, si on vous demande d'écrire une critique sur un film ou est-ce que ce film était bien, en fait, c'est pareil. Vous allez valider est-ce que du début à la fin, ce passage entre l'état initial et l'état final fait sens et est bien. Bon, pour un film, vous avez plus d'éléments. Vous allez pouvoir juger l'acting, la musique, forcément, mais la mise en scène, tout ça. Mais ça revient à la même chose. C'est vous jugez entre la transition entre le début et la fin. Il y a plein d'exemples comme ça. Une recette de cuisine, ben en fait, vous validez est-ce que l'état initial et l'état final, la transition de l'un à l'autre, fait sens. Comment vous faites ça pour une recette de cuisine? Ben, vous suivez les étapes dans l'ordre, dans machin, tout ça. Mais à la fin, c'est ça que vous dites. Pour vous dire si une recette elle est bonne, vous ne pouvez pas juste regarder le début et la fin. Vous suivez les étapes et vous validez si on a réussi à passer de l'état au début à l'état à la fin. Slide un peu méta. Une présentation. Si vous voulez valider si une présentation était bien, vous validez en fait si du début à la fin, ça avait du sens, si l'orateur, vous l'avez bien aimé, tout ça, évidemment. Mais dans l'idée, c'est la même chose. Maintenant, si on revient à nos moutons, comment on fait ça avec une pull request? Une pull request, on utilise quelque chose qui a 50 ans, qui s'appelle le diff. Et alors, je blâme pas diff, hein. Diff, c'est vraiment super. Hein. Le problème, c'est que pour moi, quand on voit ça, comme j'expliquais pour le livre, vous imaginez faire un diff entre la première et la dernière page, et vous avez ça pour dire si c'est un bon livre. C'est un peu compliqué, quoi. Pourtant, c'est ce qu'on fait avec les pull requests. Avec les pull requests, on fait un diff, on prend que l'état de base, l'état final, on les superpose, et on nous dit s'il faut dire si c'est bien ou pas. Et avec ça, il y a plein de problèmes liés à diff, parce que liés à l'arborescence de fichiers, tout ça, vous pouvez arriver avec des aberrations complètes. C'est possible que quand vous êtes en train de relire votre code, vous voyez l'utilisation d'un nouveau package qui est déclaré plus bas, vous le relirez ensuite. Il faut imaginer ce qu'il fait, vous ne l'avez pas encore relu quand vous êtes en train de scroller la pull request en fait. Vous pouvez arriver avec des aberrations complètes, parce qu'on est un peu en train de voir tout le film en même temps. Vous voyez, il n'y a pas d'ordonnancement quand vous regardez diff entre tous les fichiers d'une PR. Vous voyez tout en même temps. C'est un peu comme si je vous disais, est-ce que c'est un bon film? Vous voyez un film d'1 heure et demie en même temps en vignette là. Et est-ce que c'est un bon film? Spoiler, oui, c'est un bon film, mais dans l'idée, quand vous regardez une pull request, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez tout en même temps, stacké, et il faut réussir à comprendre ce qui se passe. Il faut que vous-même, vous reconstruisez l'histoire. Et ça ne va pas. Du coup, comment on peut faire pour améliorer ça? Comme j'expliquais, la pull request, ça nous fait passer d'un état à un autre. C'est purement une fonction. On va regarder ça d'un point de vue analytique. On a le début, on a la fin, et c'est à l'auteur de comprendre ce que la personne a voulu faire, juste en regardant le diff. Donc là, l'état de début, c'est state A, l'état de final, c'est state B, et en regardant le diff, je suis censé comprendre ce que ça fait. On va le faire avec un exemple bateau. Hein. J'ai 42 en état final, j'ai 140 à la fin. Je dois comprendre ce que fait F. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que fait F là? Bon courage. Hein. C'est ça, quand on regarde une pull request, on a l'état de base, l'état final, et on est censé nous-mêmes comprendre ce qu'a voulu faire la personne. Donc là, trouver ce que fait F,
bon courage. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire de la décomposition. Pareil, on applique des principes mathématiques à tout ça, mais dans l'idée, si plutôt que vous dire je passe de 42 à 140, qu'est-ce que je fais? Je vous dis, je passe de 42 à 84. Ah bah là, le relecteur, il se dit, bah je sais, il a fait x2. Trop facile, 42, 84, je sais tout de suite ce qu'il a voulu faire, l'auteur. Après, si je passe de 84 à 840, bah facile, j'ai fait x10, c'est évident, quoi. Si après, je passe de 840 à 420, bah trop facile, je sais qu'il a fait diviser par 2, il n'y a qu'une seule chose possible. Pareil, 420, 140, x 3, divisé par 3. Et en fait, là, j'ai juste décomposé la fonction de base, mais vous voyez bien que juste avec l'état initial, l'état final, des fois, c'est super clair ce que j'ai voulu faire. Et parfois, ça l'est pas du tout. Si j'ai fait trop d'étapes d'un coup, quelque part. Et ceux qui ne l'avaient pas encore intuité, bah en fait, c'est vos commits. En fait, factuellement, quand vous faites une pull request, vous pouvez décomposer vos changements en commits qui vont vous permettre d'expliquer clairement l'histoire que vous avez voulu raconter, plutôt que laisser à l'auteur, enfin au relecteur, la capacité de tout comprendre comme s'il était dans votre tête. Il ne l'est pas, concrètement, il n'est pas dans votre tête. Donc idéalement, on veut faire ça. Quand on écrit une pull request, on veut écrire une histoire pour que la personne, avec le diff, parce qu'elle n'a que le diff, ça on ne peut pas toucher à GitHub, GitLab, je ne peux pas aller leur dire de créer des nouveaux outils, quoi. On n'aura que le diff à la fin. Mais grâce au diff, on peut quand même faire en sorte que ce soit beaucoup plus clair. En pratique, comment on fait? En pratique, imaginons que je prends mon ticket, je prévois à l'avance de me dire, je dois implémenter mon ticket, alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau package, je vais lui faire des tests, là, comme ça mon reviewer il sera content, il aura vu que j'ai fait des tests. Je vais l'utiliser dans le produit. Et ensuite, je vais écrire un peu de doc. Pareil, je sais que le reviewer, il aime bien quand j'écris de la doc, donc je vais faire ça. Je prévois mes 4 petits commits. Je me rappelle de la présentation, là. Est-ce que ça marche, ça, de réfléchir comme ça? Non, en pratique, ça marche pas, en fait, parce qu'on est sur du gros waterfall, en fait. Vous êtes là, plus vous prévoyez vos commits à l'avance, plus il est fort probable que quand vous l'intégrez dans le produit, vous vous rendez compte que vous avez une signature qui n'est pas bonne. Et donc, en fait, il faut aller revoir les tests, parce que, en fait, ça ne va pas, ça ne marche pas. Concrètement, plus vous prévoyez à l'avance, plus vous avez de chances de tomber à côté et de vous rendre compte que c'est pas bon. Autre chose que moi, personnellement, j'aime pas quand je fais ça, c'est que ça m'empêche de faire le Boy Scout. Il y en a qui savent ce que c'est la règle du Boy Scout? Oui. Il y a quelqu'un qui veut se lancer, non? Oui. C'est ça. C'est l'idée, c'est de laisser un fichier mieux qu'on ne l'a trouvé. Et donc, du coup, si on voit une typo, quelque chose qui est public alors qu'il devrait être privé, qui n'a pas de sens, tout ça, on se permet de le changer, même si c'est pas vraiment ce sur quoi je travaillais à la base. Et ça, c'est très bien, mais pour le caler dans mon gros plan de commit très clair à histoire, ça fait du bruit en fait. Dès que je vais vouloir faire ça, ça va faire du bruit pour le reviewer. Et ça m'embête un petit peu de plus pouvoir le faire, quoi. Et à la fin, c'est que plus on passe de temps à crafter ces commits comme ça, plus dès que vous devez les changer avec une review, ça va vous faire mal, quoi. Vous n'aurez pas envie forcément. Plus vous passez de temps à faire quelque chose, plus dès qu'on vous demande de le défaire, c'est un peu plus embêtant, quoi. Donc en pratique, comment je travaille moi? Mon workflow aujourd'hui, c'est j'écris tout dans un seul méga commit whip et j'itère constamment là-dessus. Et c'est uniquement juste avant d'ouvrir ma pull request que je vais passer 2 heures à splitter mes commits. Et je peux vraiment passer 2 heures à essayer d'écrire mon histoire, comme j'expliquais, décomposer pour que ce soit de la manière la plus claire. En fait, j'ai pas envie que mon relecteur réfléchisse. Mon relecteur est censé lire. Sinon, il va s'endormir devant le film, il va prendre son téléphone, il va passer à autre chose. C'est vraiment la même analogie, en fait. Et ça, c'est très bien, mais c'est super long, quoi. Franchement, j'ai fait ça super longtemps et c'est trop long. Maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire mieux aujourd'hui? Sachant qu'on a le début, qu'on a la fin et on aimerait quelque chose qui remplisse au milieu. Ouah, spoiler, on peut peut-être utiliser l'IA pour faire ça, en fait. Et moi, ce que je trouve génial dans cette utilisation de l'IA, c'est qu'on ne lui demande pas d'écrire du code, là. On lui demande juste de réorganiser mon travail pour que ce soit plus lisible, de le séquencer, de créer une histoire avec tous mes changements, plutôt que demander de coder. En fait, si vous voulez utiliser l'IA pour coder, je ne suis pas pour ou contre, c'est pas le sujet. Mais là, je trouve que c'est une IA vraiment intéressante. C'est un vrai problème que, algorithmiquement, vous ne saurez pas écrire quelque chose pour faire ça. Il n'y a pas vraiment de bonne solution pour faire ça. Et c'est là que l'IA, elle marche vraiment bien. Et donc, c'est là qu'on va essayer de faire une petite démo de ça, de comment faire pour utiliser l'IA, pour organiser mon travail, la même pull request pour qu'elle soit plus lisible. On va faire une petite démo. Pour ça, j'utilise quelque chose qui s'appelle depuis 3 jours Docker Agent. Avant, ça s'appelait C Agent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler?
C'est très bien, c'est super, c'est pour ça que je suis là. Et du coup, moi j'ai créé un petit agent qui fait ça, qui a un super nom qui s'appelle Commit Organizer Agent, qui permet de réorganiser mon dernier commit whip en une histoire qui a du sens pour le relecteur en fait. Donc on va faire une démo comme ça. Normalement, ça va bien se passer. Alors, je vais juste essayer de mirrorer l'écran pour pas me faire un tour de cou. Hop, voilà, super. Jusque là, ça marche. Ça marche bien, ça marche bien. Alors, comment ça marche? J'ai écrit un petit agent là, qui est public. Il y aura les liens à la fin si vous voulez aller le retrouver. Alors, C-Agent, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est comme ça, mais ça a été renommé Docker Agent il y a 3 jours là. Mais ça s'appelait C-Agent avant. En fait, c'est un peu comme si vous avez un orchestrateur d'agents qui est vendor agnostique. Donc là, ça me permet d'écrire un agent qui va utiliser le modèle Opus d'Anthropic. Ça, c'est le prompt de l'agent. Et là, dans ma config, je lui dis que tu as le droit d'utiliser Shell, le file system et tout ça. Enfin, après, il y a plein de trucs. Et l'avantage, c'est qu'on peut même faire des équipes d'agents qui utilisent des modèles différents. Donc, on peut faire un agent qui travaille avec ChatGPT, enfin OpenAI, un agent qui travaille avec Anthropic, un agent qui fait tourner un modèle local si vous voulez. Et on peut faire tourner tout ça. Moi, j'utilise uniquement des trucs comme ça, bon, parce que c'est fait aussi par Docker évidemment, mais j'ai aucune limitation à utiliser ça. Comment ça se lance? Ça se lance avec une simple ligne comme ça. Alors on lance ça à l'intérieur d'une sandbox, hein, on est quand même assez propre, on lance pas des agents comme ça en mode YOLO sur la machine. Je sais pas qui fait ça, à mon avis, beaucoup de gens quand même. On a aussi un truc qui s'appelle Docker Sandbox, si vous connaissez pas, vous pouvez aller regarder, c'est très bien. Et ça, en fait, c'est juste le lien de l'agent que je vous ai montré. Hein. Donc vous pouvez faire lancer ça tout simplement directement depuis chez vous. Donc ça, c'est comment on le lance. Cas d'usage. Cas d'usage, j'ai un petit repo, je vais zoomer parce qu'à mon avis, on verra pas comme ça. Est-ce qu'on voit? On voit bien. J'ai un truc qui s'appelle Gokana, et alors en fait c'est un petit programme à la con. Excusez-moi, j'arrive pas à taper. Alors, en gros, c'est un Tetris si vous voulez, avec des hiragana, katakana. Il faut les taper avant qu'ils arrivent en bas, si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu le repo. Et donc là, pour simuler l'exemple, j'ai une pull request sur ce repo. Je sais pas s'il faut que je zoome là-dessus. On va faire ça. Ça va, vous arrivez à lire là? Ou vous voulez un peu plus zoomer? Je vais zoomer un petit peu plus. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors là, j'ai recréé un exemple bateau, évidemment. Il y a un commit qui modifie 8 fichiers. On va vraiment le traverser très rapidement pour voir ce qui ne va pas dans ce commit. Là, à mon avis, c'est beaucoup de bruit. Je pense que si on utilise ça, on va se rendre compte qu'en fait, voilà, oui, il n'y a que ça qui a changé. Ça, c'est go pour le coup. C'est pas très grave. Alors, on va descendre. Et là, on a l'anachronisme que j'expliquais tout à l'heure. On voit par exemple l'introduction d'un nouveau package qui s'appelle Validator. Et donc, à mon avis, si je descends, je vais voir que ça va être utilisé. Typiquement, voilà, Validator, là, on a Find Match. Là, on a Should Reject Input. J'ai aucune idée de ce que ça fait. Mais je suis censé dire si c'est bien ou pas en relisant séquentiellement la pull request. Donc là, on est dans l'anachronisme complet où je ne sais pas ce que ça fait, mais je suis censé dire si c'est bien. Je le verrai qu'ensuite, je suppose. Donc on peut scroller encore. Là, c'est du bruit. Là, c'est la règle du Boy Scout. Typiquement, c'est vraiment le côté, bon, il y avait un problème de linter, ça a été réorganisé, mais moi, ça vient de me créer du bruit quand je suis en train de relire cette pull request. Bon, je ne vais pas tout faire, hein, évidemment. Il y a des tests, et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a la doc à la fin. Voilà, j'aurais bien aimé la voir tout de suite, quoi. J'aurais bien au moins su ce que ça voulait dire, cette feature backspace. Si je l'avais eu directement, j'aurais eu beaucoup plus d'intérêt à comprendre ce qu'était censé faire le code métier, en fait. Bon, voilà, donc ça c'est la pull request qui ne va pas. Et donc maintenant qu'on s'est mis là-dessus, vous pouvez voir en fait que je suis sur la même branche que la pull request en fait, hein, concrètement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reset pour se mettre uniquement avec un commit whip. Voilà. Donc là, c'est comme si j'avais codé tout ça dans mon gros commit whip, en gros. Et après, on va lancer l'agent, comme j'expliquais. Hop. Donc on va faire ça. Voilà. Le seul truc que je fais, c'est ça avance. Ça, c'est la CLI One Password, parce que je veux pas que vous voyez mon mot de passe anthropique. Ce qui, à mon avis, est bien hein, quand même, je pense. Et normalement, ça devrait le lancer. Il me demande mon Touch ID. Hop. Donc là, il va tourner. Il lance ça à l'intérieur d'une sandbox. C'est parti. Et là, j'en route. Voilà, il me dit qu'il va commencer à faire ça.
Voilà, hop, là il travaille, très bien. Je vais vous montrer un résultat tout de suite, parce qu'on va pas forcément le regarder travailler, même si ça prend qu'une minute. J'ai un vrai exemple avant. Non, c'était pas celle-là. C'était la deuxième, voilà. Donc déjà, il m'a rajouté un titre qui était un peu mieux. Add backspace mode settings. Il y a 5 commits pour le coup. Et donc là, je peux utiliser les fonctionnalités en fait de GitHub, mais pareil sur GitLab, pour lire commit par commit en fait. Et c'est vraiment ça. Alors là, on est toujours en hide whitespace, c'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Mais donc là, on voit que le premier commit, c'est align style definition. Donc en fait, il me vire le bruit tout de suite. Voilà, donc il me dit qu'en fait, il a fait un peu le scout. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il me crée le package validator. Donc là, je vais pouvoir lire ce que fait enfin ces fonctions métiers. Qu'est-ce que ça fait find match? Qu'est-ce que ça fait reject input? Je vais pouvoir tout de suite comprendre ce qu'est ce nouveau package. Il y a les tests avec, il me semble, ensuite. Après, il va rajouter un champ dans le menu. Donc c'est là qu'il rajoute en fait le champ qu'on a vu tout à l'heure là, qui rajoute ce champ-là à l'intérieur du modèle. C'est tout. Il rajoute juste ce champ-là et il fait en sorte qu'on puisse le sélectionner dans le menu. Très bien. Hop, et ensuite, il utilise le package validator à l'intérieur du code métier, quoi. Donc là, il remplace et il utilise les handle backspace et tout ça. Et est-ce qu'on a le droit de faire le show reject input? Et il a mis la doc à la fin, ce qui m'embête un peu. J'aurais bien aimé qu'il le mette au début, mais bon. Ça, dans l'absolu, si vous le voyez, là, c'est bientôt fini, à mon avis. Voilà, c'est fini. Donc ça m'a pris 30 secondes, vraiment. Et là, il m'a créé que 3 commits, pas 5. Donc il a quand même mis ça, il a fait le validator, et après, il l'utilise en un coup, quoi. Mais donc voilà. Donc moi, maintenant, en fait, mon workflow, je commit plus sans faire ça, en fait. À chaque fois, je fais tout dans un whip, et je lui demande de splitter ça en 5, 6, 7 commits à chaque fois. Et hop, ça me fait ma pull request. Et alors, des fois, je reviens dessus. Hein. Je dis pas, hein, c'est un truc, c'est de l'IA, c'est pas 100% parfait. Mais quand je vois le temps que je passais avant à écrire mes commits versus ça, je gagne un temps fou, en fait. Concrètement, je gagne un temps fou. On va revenir rapidement à la présentation. Hop, hop. Voilà. La takeaway, c'est que les pull requests, c'est vraiment des histoires, quoi. Vous êtes censé raconter une histoire avec votre pull request. Faut pas s'étonner si votre histoire est mauvaise que le relecteur s'endort ou quitte la page ou fait autre chose ou machin, quoi. C'était un peu le sujet de cette présentation. Je vous ai mis pas mal de liens là de ce qu'on a vu. Je pense que le truc le plus intéressant, c'est vraiment ce bouquin. Si vous l'avez jamais lu, c'est une perle et il est tout petit, mais c'est vraiment une perle ce bouquin. Et il y a Miller's Law là. J'ai pas voulu trop parler de ça. En fait, c'est un mec qui fait beaucoup de psycho dans le passé et qui explique pourquoi dans votre cerveau vous pouvez retenir que 7 plus ou moins 2 concepts en mémoire vive, on va dire. Et c'est pour ça que quand vous relisez une pull request, si elle est trop longue, si elle introduit trop de trucs en même temps, en fait vous allez dépasser cette limite de 7 plus ou moins 2 et vous allez perdre le fil, vous n'allez pas réussir à comprendre l'intégralité de la pull request. Par contre, ce qu'il explique bien, c'est que vous pouvez faire ce qu'il appelle des checkpoints. Et en fait, vos commits sont des checkpoints. À chaque fois que vous passez d'un commit à l'autre, vous repassez à zéro, si vous voulez, en mémoire vive de concept. Et ça s'applique super bien en fait au bouquin et à cette présentation. Donc s'il y a 2 trucs à relire, je dirais ces 2-là. Et le reste, c'est la documentation de comment on fait ça, comment faire tourner ça. Vous avez l'agent, vous avez Docker Agent, là, si vous voulez jouer avec ça. C'est gratuit, évidemment. Et les slides. Voilà.